Excuse-moi, j'aurais une question. Oui, On est bien d'accord que la table ronde du roi Arthur, c'est pour symboliser l'idée de l'égalité entre les chevaliers. oui, c'est plus ou moins l'idée. Ça représente la concorde aussi. Mais alors pourquoi, alors que t'es chevalier et moi aussi, on a une telle différence? Peut-être parce que j'ai plusieurs titres et vassaux, que les fiefs que je distribue ont plusieurs dizaines de castrats et que ma famille est liée à plusieurs lignages assez importants, tandis que toi t'es juste un garde de château? Mais c'est pas comme ça qu'on présente les chevaliers dans la légende. Oui, bah écoute, hésite pas, hein. Quand t'auras retrouvé Camelot et la table ronde, on en rediscutera. En attendant, tu retournes garder le château. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les chevaliers et il s'agit maintenant de nous pencher sur leur diversité sociale. Et peut-être enfin de vous proposer une caractérisation qui permette d'englober la chevalerie dans toute sa largeur. Et pour illustrer tout ça, on va se pencher sur la Grande Guerre méridionale qu'on date canoniquement de 1098 à 1195. On la surnomme aussi la guerre de Cent Ans méridionale, et est en réalité une série de conflits dont le ressort majeur est la concurrence entre le comté de Toulouse et celui de Barcelone, à quoi on peut rajouter les vues du duché d'Aquitaine. Avant d'entrer dans le contexte, on va faire quelques remarques pour que mon récit ne vous donne pas une idée trop moderne, étatique de ce qu'il se passe. À l'époque, notamment dans le Languedoc, on est en plein dans le système féodal, aujourd'hui plutôt nommé féodo-vassalique. Donc un seigneur a des titres, des vassaux qui ont des titres, des espaces où il est souverain et d'autres où il ne l'est pas. Ces vassaux, c'est pareil. Bref, on n'est pas dans une logique territoriale totalement unifiée et centralisée. On va pas avoir le temps de rentrer dans le détail du fonctionnement de la féodalité, mais retenez surtout que les relations de pouvoir sont rarement claires. Oui, il y a des seigneurs qui sont clairement en dessous. Ceux-là, ils prêtent des serments de fidélité et en général, ils mouftent pas trop. Mais la majorité, ils sont largement assez costauds pour pas vraiment se reconnaître inférieurs. Ainsi, on mobilise plus les serments de sécurité jurés, des formes d'alliances qui actent des sphères d'influence, mais qui du coup peuvent varier. À cela, rajoutez les problématiques soulevées par les mariages, les lignages, les héritages, les revendications, et vous obtenez un puzzle très mouvant. Tout ça pour dire que je vais éviter de multiplier les noms et plutôt me concentrer sur les titres ou les dynasties, comme si ces derniers étaient cohérents. Mais ils ne le sont pas vraiment. C'est un effet de style pour dessiner des acteurs de la guerre et pour vous donner une idée globale de ce qui se joue. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir passer au contexte. Et le centre de la Grande Guerre méridionale, c'est le comté de Toulouse et la dynastie Raymondine. C'est depuis le début du IXe siècle que cette dynastie tient le comté de Toulouse, fief flottant du royaume de France. En 1098, la dynastie Raymondine, par son histoire, a de nombreux vassaux. Des vicomtes, dont celui de Toulouse, c'est-à-dire la ville elle-même, Lautrec ou Albi, mais aussi des comtes, notamment ceux de Foix et de Comminges. Elle tient également une partie du Rouergue, le Quercy, et par héritage, elle a récemment mis la main sur le titre de marquis de Provence, qui relève du royaume d'Arles, rattaché au Saint-Empire. Les Raymondins ont alors essentiellement deux concurrents dans la région. Le premier, ce sont les ducs d'Aquitaine. Ils ont récemment imposé leur emprise sur la Vasconie contre les comtes de Toulouse après la bataille de la Castelle, et ils ont, par mariage, des prétentions au comté de Toulouse. Il s'agit là d'une revendication directe sur le titre. Les seconds, ce sont les comtes de Barcelone, les Bellonides, qui ont des prétentions en Provence et dans le sud de l'Occitanie. Alors on doit prendre un poil le temps de présenter tous ces enjeux parce qu'ils vont nous accompagner tout du long. Je vais essayer de ne pas multiplier les acteurs, mais on va quand même devoir jeter un coup d'œil rapide sur le marquisat de Gothie. Le marquisat de Gothie est une province carolingienne qui est devenue une possession du comte de Toulouse au début du Xe siècle. Mais le marquisat explose en plusieurs étapes. D'abord par la prise d'indépendance des comtés catalans, dont le comté de Barcelone fin Xe siècle, ensuite par la multiplication des seigneurs au sein de ce qui est devenu le duché de Narbonne.
Dans ce dernier, une famille nous intéressera particulièrement, celle des Trencavel, qui tient les vicomtés d'Albi, d'Agde, de Carcassonne, de Nîmes, de Razès et de Béziers. De fait, en sus de la Provence, les comtes de Barcelone et de Toulouse se disputent les titres ou la vassalité de Montpellier, Melgueil, Narbonne ou Rodez, sans parler des possessions des Trencavel ou bien du comté de Gévaudan et du vicomté de Milhaud. Bref, entre Barcelone et Toulouse, c'est bien plus une question d'influence, de contrôle des vassaux ou d'appropriation de certains titres pour la famille. Par mariage, par droit plus ancien, etc. De fait, ça donne des conflits plus indirects qui se règlent par stratégie militaire, mais aussi par des stratégies familiales, diplomatiques ou politiques. On se concentre un petit peu sur le point de vue du comté de Toulouse, parce que c'est quand même lui qui est au centre des attentions, entre Aquitaine, Barcelone et Provence, mais dites-vous bien que c'est pas le seul problème des autres acteurs. L'Aquitaine va vite entrer dans des problématiques franco-anglaises. Barcelone a aussi des problèmes au sud avec les puissances arabo-musulmanes et le royaume de Castille. Et la Provence est parfois ziotée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et à ça, rajoutez qu'on est en pleine première croisade et qu'un des personnages les plus importants de celle-ci, c'est le comte de Toulouse Raymond IV. Ce qui signifie que ce dernier est absent en 1098 et qu'il laisse son fils gérer. Or, il y en a un qui réclame au nom de sa femme la gestion du comté de Toulouse, c'est le duc d'Aquitaine, Guillaume IX. Ce dernier prend le prétexte de l'appel à l'aide de chanoines que le fils de Raymond IV aurait maltraité et c'est parti. 1098, début du bordel. Le duc d'Aquitaine s'empare de Toulouse sans trop de résistance, mais en 1104, il se casse pour une croisade de secours, rendant la ville aux Raymondins. Une petite mise en jambe. En 1105, Raymond IV meurt. Il fait en sorte que les titres qu'il s'est créés en Orient pendant la croisade soient transmis à son fils aîné. Celui qui s'était fait jeter de Toulouse récemment. Tandis que le comté de Toulouse va à son fils cadet, Alphonse Jourdain. Ah oui, au fait, dans cet épisode, j'utilise les noms francisés, mais les mecs, en fait, ils s'appelaient pas comme ça. Hein. Typiquement, le père, c'était Ramou de Toulouse, hein, et le fils, c'était Alphonse Jourdain. Il parlait un occitan médiéval. Pareil pour Guillaume d'Aquitaine, d'ailleurs, hein, c'était plutôt Guillaume d'Aquitagne. Pas sûr pour ma performance d'occitan, ceci étant. Bref, le petit Alphonse, il a que 2 ans en 1105, et il est né en Orient. On a donc le droit à un magnifique chassé-croisé entre le frère aîné à Toulouse qui lui laisse la baraque pour aller en Orient, et lui qui rentre d'Orient pour occuper la baraque. Ce qui nous donne un comté de Toulouse gentiment fragilisé, une situation que Guillaume d'Aquitaine compte bien exploiter, et du coup c'est reparti en 1113. Si vous vous demandez pourquoi il a attendu aussi longtemps, c'est parce qu'il a ses propres problèmes. Il a un peu participé à la croisade et il a dû calmer le Poitou. En 1113 donc, Guillaume envahit et prend le comté de Toulouse sans combattre, tandis qu'Alphonse part se réfugier dans ses terres en Provence. Cette fois, le duc d'Aquitaine s'enracine, prenant le Quercy et obtenant le soutien des Trencavel d'Albi. Mais sans rentrer dans le détail, Guillaume a d'autres problèmes avec ses vassaux, fait face à une excommunication, et finalement l'homme qu'il a laissé pour gérer Toulouse en son nom est renversé par une révolte des Toulousains en 1119. La ville reconnaît alors Alphonse comme souverain, qui y dépêche un de ses proches. Aidé en 1120 à reprendre Carcassonne, les Trencavel se réalignent derrière Alphonse. Oui, il revient pas tout de suite parce qu'en se réfugiant en Provence, il a fini par trouver l'autre concurrent dont je vous ai parlé, en l'occurrence Raymond Bérenger III, comte de Barcelone. Ce dernier a obtenu par mariage des droits sur le comté de Provence, tandis qu'Alphonse le réclame en tant que marquis de Provence. Oui, c'est pas hyper simple, je rentre pas dans le détail. En gros, les deux se disent maîtres de la région. On appelle ça la question provençale. Le conflit éclate en 1123. Soutenu par l'Aquitaine et le vicomte de Narbonne, le comte de Barcelone parvient à mettre en difficulté Alphonse jusqu'à l'assiéger à Orange. Seule une intervention de renfort envoyée par Toulouse sauve ce dernier. En 1125, un traité est signé entre les deux camps, séparant le marquisat de Provence, aux mains du comte de Toulouse, et le comté de Provence, aux mains du comte de Barcelone. Notons que ce dernier obtient également par son mariage le comté de Gévaudan et d'autres vicomtés. Je vous jure que je résume, parce qu'en plus de tout ça, il y a tout un tas de petits conflits contre ou aux côtés des vassaux. Et ça donne des choses assez compliquées. En fait, chacun avance ses pions, tente des mariages, passe des accords, le tout avec des interventions extérieures. Un exemple typique serait celui du comté de Melgueil.
Entre 1131 et 1134, le comté est fragilisé car il ne reste à sa tête qu'une fille de 7 ans, sous les gardes d'Alphonse et du seigneur de Montpellier. Alphonse la joue pas trop mal, mais le seigneur de Montpellier ne désirant pas être trop fragilisé face au comté de Toulouse, il soutient avec le duc d'Aquitaine des accords qui finissent par mener aux fiançailles de la comtesse de Melgueil et du comte de Provence, le frère du comte de Barcelone. Melgueil échappe donc aux Raymondins. Oui, parce qu'entre-temps, Raymond Béranger III est mort et le comté de Barcelone est allé à Raymond Béranger IV, tandis que le comté de Provence, lui, est allé à son frère, Béranger Raymond. Oui, leurs parents ont juste inversé les prénoms. Ah, je vous avais dit qu'il fallait pas que je donne les noms. Bon, évidemment, ce genre de partage crée des flottements, mais au moins ça reste entre les mains de la même famille. Mais tout ça, ça n'a fait que préparer le terrain. Le cœur de la Grande Guerre méridionale, ça se joue dans le Narbonnais. Enfin, tout ça, ça part d'une secousse d'au-delà des Pyrénées et qui rebat les cartes. En 1134, les Almoravides écrasent une armée arago-navarraise à la bataille de Fraga. Le roi d'Aragon y est tué, ce qui ouvre une crise qui débouchera en 1137 sur l'union du royaume d'Aragon et du comté de Barcelone. Mais le vicomte de Narbonne est également mort à cette bataille, laissant sa fille encore mineure à la tête du vicomté. En 1139-1140, Alphonse de Toulouse s'en empare, enclenchant une réaction en chaîne qui dévoile les tensions. Les Trencavel, se sentant encerclés par cette extension raymondine, décident de se tourner vers le comté de Barcelone. Dans le même temps, le seigneur de Montpellier est chassé par sa population avec l'aide d'Alphonse en 1141. La lutte d'influence a éclaté les réseaux d'alliance. Alors, on devrait avoir un grand conflit ouvert, sauf qu'indépendamment de cette affaire, il s'est passé un paquet de trucs au nord et à l'ouest. Qu'essa Pellerio, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, devient reine de France en 1137 en se mariant à Louis VII, qui voudrait bien utiliser ses prétentions pour prendre le comté de Toulouse. Ainsi, au milieu des affaires de Narbonne, c'est une armée du roi de France, soutenue par l'Aquitaine, qui vient mettre le siège devant Toulouse en 1141. La ville résiste cependant et le départ des troupes est négocié par Alphonse. Après cet entracte, retour dans le Narbonnais. Par un mariage, le comte de Toulouse espère assurer sa mainmise sur le vicomté, mais les Trencavel, soutenus par Barcelone, ne l'entendent pas de cette oreille et le conflit éclate. Alphonse, capturé par des proches des Trencavel, perd sur toute la ligne. En 1143, il doit abandonner le vicomté de Narbonne qui tombe entre les mains d'un vassal des Trencavel. Le seigneur de Montpellier reprend le contrôle de sa ville et tout ce petit monde est désormais allié au comte de Barcelone, roi d'Aragon. Là, normalement, vous vous dites que le comte de Toulouse, il est dans le mal. Et vous avez pas tort. Mais la leçon de base quand on perd quelque part, c'est de mettre son adversaire en difficulté sur un autre théâtre. Alphonse applique le principe en excitant les tensions contre le comte de Barcelone dans le comté de Provence. Notamment à travers la famille des Baux qui donne son nom aux guerres dans la région, les guerres Bausanques. Globalement, les Baux sont à Barcelone ce que les Trencavel sont à Toulouse. Une grosse épine qui passe son temps à naviguer. Ainsi, entre 1145 et 1147, les Baux occupent le comte de Barcelone. Si ce dernier en sort avec un meilleur contrôle sur la Provence, cela a donné du temps au comte de Toulouse pour renforcer son assise territoriale, construire quelques places fortes et avoir une alliance avec le roi de Castille et Léon. Sauf que la deuxième croisade commence, qu'Alphonse y va et y meurt en 1149. C'est au tour de Raymond V de prendre les rênes, il n'a que 15 ans. Les Trencavel ont aussi un nouveau chef de famille et ce dernier garde sa préférence pour le comté de Barcelone. Le conflit éclate entre Raymondins et Trencavel, et cette fois c'est le Trencavel ainsi que le seigneur de Montpellier qui sont capturés en 1153 pendant une de leurs chevauchées dans le pays toulousain. Ça permet au comte de Toulouse de reprendre un peu l'ascendant et de garder le comte de Trencavel jusqu'en 1155. Sauf qu'indépendamment de toute cette affaire, il s'est passé un paquet de trucs au nord et à l'ouest. Qu'essa Pellerio, Aliénor d'Aquitaine a divorcé, puis s'est remarié avec Henri Plantagenet en 1152 et ce dernier est devenu roi d'Angleterre en 1154 tout en s'alliant au comte de Barcelone. Le comte de Toulouse a donc une alliance anglo-aquitano-catalane sur les bras, sans compter les Trencavel. Et il lui faut trouver des solutions, ce qui passe par deux actions. Déjà, il se marie avec la sœur de Louis VII, entérinant une alliance avec le roi de France qui a pas trop envie de voir le roi d'Angleterre mettre la main sur Toulouse. Et ensuite, il aide de nouveau les Baux en les finançant, ce qui lance la deuxième guerre Bausanque en 1155-1156 pour détourner un peu l'attention. Ce jeu d'alliance fait que le conflit Toulouse-Barcelone se trouve emporté dans le conflit capétien-plantagenet. En 1159,
Henri II lance une grande opération prenant plusieurs villes, dont Cahors, et vise explicitement Toulouse. En réaction, Louis VII vient en soutien, arrive avant les forces d'Henri II et aide Toulouse à tenir un siège de 3 mois. Oui, c'est le même qu'il avait assiégé 18 ans auparavant. Que voulez-vous, la retourne, hein. Le Plantagenet lâche l'affaire, se replie, et le conflit finit par se résoudre entre 1160 et 1162, notamment aidé par la mort du comte de Barcelone. Désormais, c'est Alphonse II d'Aragon, le chef de la maison de Barcelone. Cette phase a l'air de rien, mais en fait c'est un tournant à plusieurs niveaux. Déjà, c'est officiel, les rois au nord de la Loire s'intéressent désormais à l'Occitanie. Ensuite, le mouvement cathare attire l'attention et le pape le déclare hérétique. Ça met notamment un coup de pression sur le diocèse d'Albi qui relève des Trencavel, mais pour le moment ça se stabilise. Pour le moment. Enfin, une dernière guerre bossanque en Provence éclate et assez complexe, mais permet au roi d'Aragon de régler définitivement la question provençale. En bref, les années 1160 forment une décade où l'attention des grands est portée sur l'Occitanie. Les rois de France et d'Angleterre, le Saint-Empereur, le pape. Mais c'est aussi une période où plusieurs questions sont clarifiées ou plus ou moins résolues, ouvrant de fait la possibilité des négociations. Oui, enfin, Raymond V joue un peu mal son coup en divorçant, ce qui lui fait perdre le soutien de Louis VII. Isolé face au roi d'Aragon et d'Angleterre, il tente bien de soutenir Richard, futur cœur de lion, dans sa révolte contre son père, mais in fine, il finit par prêter serment à Henri II et se reconnaît son homme liege en 1173. Cette nouvelle position lui permet au moins de négocier la paix de Jarnègue avec le roi d'Aragon en 1176. Tout d'abord, Raymond V doit abandonner la question provençale. Il se contentera désormais du marquisat de Provence, privé du comté de Forcalquier, et abandonne toute velléité dans le comté de Provence. Les baux, c'est fini. Du coup, le comte de Toulouse y doit abandonner pas mal de choses. Mais en échange, il a enfin les coups des franges pour se renforcer en interne. Et là, il tente un move qui aura des conséquences incontrôlées. Il dénonce les Trencavel pour catharisme, ou tout du moins soutien au catharisme. Ainsi, notamment appuyé par des excommunications du pape, il écrase les Trencavel et le seigneur de Montpellier. Ceci acquis, il calme les vicomtes de Toulouse et de Bruniquel, prend le vicomté de Montclar, gagne le contrôle des châteaux de Montpezat et de Caylus, et enfin, le comté de Melgueil est récupéré par héritage. Mais il finit par se montrer un peu trop gourmand. Les Trencavel se tournent donc vers Barcelone. Encore. Mais ils sont également suivis dans l'opération par le vicomté de Nîmes. Ça relance de grosses tensions. Une nouvelle alliance anglo-aquitano-catalane est formée en 1181, mais heureusement pour le comte de Toulouse, le comte de Provence meurt. Ce qui crée un conflit visiblement assez ingérable pour le roi d'Aragon jusqu'en 1185. Alors, je sais que j'avais dit que la question provençale était réglée, mais là, ça mélange beaucoup de choses. Ça crée des recompositions, je vous embête pas avec les détails. Mais bon, il reste le petit Richard, duc d'Aquitaine. En 1188, ce dernier attaque le Quercy et y prend 17 châteaux, dont Cahors. La situation est tellement mauvaise pour le comte de Toulouse que le roi de France, Philippe II, futur Auguste, s'attaque aux Berry et aux Bourbonnais pour soulager la pression. C'est un pur calcul d'équilibre. Philippe II n'a pas spécialement d'obligation à venir en aide au comté de Toulouse, mais il ne peut pas se permettre sa prise par Richard, duc d'Aquitaine. Ceci étant, le mal est fait. Raymond V est humilié et il doit faire face à une révolte toulousaine en 1189. Il est forcé à négocier. Là, dites-vous que la région, elle est comme vous. Elle n'en peut plus de ces guerres à répétition. Et avec la troisième croisade qui commence et détourne l'attention de tout le monde, c'est le moment de calmer le jeu. En 1190, une nouvelle paix de Jarnègue est signée entre Barcelone et Toulouse. Les territoires et relations de vassalité sont stabilisés. Raymondin, Trencavel et seigneur de Montpellier pacifient leurs relations. Et il faut attendre le retour de Richard de la croisade en 1196 pour régler la paix entre Aquitaine et Toulouse. On retourne au statu quo ante. Un petit mariage et c'est réglé. Alors vu que je viens de vous parler d'une série de conflits allumés, réteints, menés indirectement, vous pourriez me demander pourquoi 1196 marque la fin de la Grande Guerre méridionale. Eh bien, c'est essentiellement parce que la mort successive des grands acteurs de ce conflit ne rallume rien. Roger II de Trencavel et Raymond V de Toulouse en 1194 et Alphonse d'Aragon en 1196. De quoi créer des gros conflits de succession, mais non. Les relations Toulouse, Barcelone, Trencavel, Provence sont vraiment stabilisées.
Mais alors au sortir de tout ça, c'est quoi le bilan? Eh bien globalement, on peut dire que les grands gagnants, ce sont les comtes de Barcelone devenus rois d'Aragon. Ils ont grandi au sud des Pyrénées, ont tenu leur morceau de la Provence et ont même gratté quelques vassalités dans la région tout en contrariant les plans toulousains. Et surtout, ils ont réussi à structurer un début d'État et d'administration centralisée. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le comté de Toulouse qui reste dans une féodalité très développée et finalement fragile. Les Trencavel sont extrêmement flottants et ce n'est que par diplomatie que le nouveau comte de Toulouse Raymond VI parvient à les tenir. D'un point de vue territorial dans le sud de la France, on peut acter ceci. Le roi d'Aragon tient toujours son comté de Provence, le comté de Gévaudan et le vicomté de Millau, tandis que Montpellier est clairement sous son influence. Côté toulousain, ce sont les comtés de Toulouse, de Quercy, de Rouergue et de Valentinois, le marquisat de Provence réduit, le vicomté de Nîmes et plusieurs espaces de la côte méditerranéenne. Le duché d'Aquitaine est bien installé autour, bien que le vicomté de Béarn et les comtés de Bigorre, de Comminges et de Foix soient d'allégeance flottante avec l'Aragon ou même Toulouse. Restent les possessions des Trencavel avec les vicomtés de Carcassonne, Béziers, Albi, toujours à la loyauté instable, et le vicomté de Narbonne où s'est glissé un membre de la famille du roi de Castille. Parce que pourquoi pas? Bref, vous voyez bien que la région en sort assez éclatée et que les Raymondins ont échoué à créer un début d'État. Le Languedoc reste divisé. En revanche, ils ont tout de même réussi à tenir leur place et leur relative indépendance, malgré le fait qu'ils étaient entourés par des acteurs plus importants. Le roi de France, le système plantagenet Angleterre, Anjou, Aquitaine, le roi d'Aragon et aussi un peu le Saint-Empire. Raymond VI, en la jouant plus diplomatiquement que conflictuellement, parviendra à conserver ses acquis et à empêcher que les divisions internes permettent des interventions extérieures. Enfin, sauf une, qu'il hérite de son père, car l'accusation de catharisme contre les Trencavel a fait son chemin. Et le nouveau pape Innocent III se montre particulièrement dur avec cette situation. C'est de cette graine que partira la croisade contre les Albigeois. Croisade à laquelle les Raymondins et le comté de Toulouse ne survivront pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc nous, on va pouvoir se pencher sur ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, les chevaliers et surtout leur diversité. Mais avant toute chose, parlons quand même d'un truc sur cette grande guerre méridionale. Je viens de vous parler d'un siècle de conflits et pas une bataille à l'horizon. De fait, on retombe sur l'observation de l'épisode précédent. La norme, c'est la chevauchée. À quoi il faut rajouter les sièges puisque désormais, les châteaux sont partout. Je vais vous faire une capsule sur les fonctions que remplissent les châteaux, c'est un peu vaste. Si nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler poliorcétique médiévale, je vais tout de même vous donner une petite idée globale. Avant l'an 1000, on compte dans la région quelques dizaines de châteaux qui sont cohérents avec les comtés, vicomtés, villes, etc. Au XIIe siècle, c'est plutôt plusieurs centaines. Le territoire est littéralement quadrillé par des châteaux, sans parler de ceux qui seront construits pendant la guerre selon l'évolution des allégeances. Donc autant vous dire que je suis pas rentré dans le détail des opérations. Même pas sûr de pouvoir, ceci dit. Mais cet état de fait est central pour comprendre la guerre de l'époque. On avance pas à pas. On prend des châteaux, on les rend, on négocie, on vassalise, tout ça. Alors oui, Toulouse est plusieurs fois menacée, mais pour tenir dans la longueur, il faut contrôler un paquet de fortifications. Ça explique à la fois une préférence pour la chevauchée, une dispersion des moyens et une absence de bataille, ou en tout cas une rareté. En fait, quand vous êtes dans une mauvaise posture, vous allez vous cacher dans un château et vous débandez vos forces. Pas la peine de risquer une bataille. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des accrochages entre plusieurs dizaines, voire centaines de personnes régulièrement, mais rien de majeur non plus. Mais cette implantation et cette diffusion du contrôle territorial et des opérations a une conséquence importante. Il faut du monde localement. Ainsi, si je vous ai présenté la Grande Guerre méridionale du point de vue des familles les plus puissantes, il y a en dessous toute une chaîne de chevaliers qui opèrent. Et en fonction de leur importance, par leur titre, par le nombre de châteaux qu'ils tiennent ou ceux qu'ils gardent, ils sont loin d'avoir le même statut, voire même la même origine. En bref, et pour le dire simplement, la chevalerie n'est en rien un groupe homogène, et ça se retrouve dans les sources. Il y a évidemment des variations régionales sur comment on classe les milites/chevaliers, mais globalement on peut s'accorder sur 3 échelons. Tout en haut, on a la haute aristocratie, les seniores, les mayores, les proqueres selon le coin. C'est essentiellement à cette catégorie qu'appartiennent les gens dont on a parlé aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde, voire personne au-dessus d'eux.
Ensuite, on a l'aristocratie moyenne, qui prête en général allégeance à un membre du dessus, mais qui a tout de même des moyens, des châteaux, des titres. On parle de valvasores maiores, de nobiles, voire de milites mediae nobilitatis. Bref, c'est pas n'importe qui non plus. Et enfin, on a le reste. La grande masse de chevaliers en dessous qui a pas grand chose d'autre à gérer qu'un château. Là, on parle de valvasores minores, de milites gregarii ou de milites cassati. Gregarii, ça veut dire grégaire, de troupeau. C'est parfois utilisé péjorativement. Oui, des chevaliers étaient méprisés, vus comme des pégus, une masse pas très intéressante. On peut même parfois avoir la nuance entre le châtelain, simplement responsable d'un château, et les milites du château qui en forment la troupe. Là, on parle de milites castri, des chevaliers de château, le bas du bas. Ça peut aussi concerner les écuyers, valets ou garçons, bref, les auxiliaires des chevaliers. Mais pour simplifier, on peut retenir qu'il existe une catégorie intermédiaire entre la haute aristocratie et la masse des chevaliers qui gèrent une partie des réseaux de châteaux. Tandis que les milites gregarii, eux, les gardent les châteaux. D'ailleurs, ces derniers, qui forment la plus grosse partie de la chevalerie finalement, sont aussi un entre-deux. C'est clairement le plus bas échelon de l'aristocratie, mais ils peuvent aussi venir de la paysannerie haletière, riche et propriétaire de sa terre, capable de s'armer et d'avoir des chevaux. Il arrive aussi que ces chevaliers aient d'autres occupations, même si au cours des XIIe et XIIIe siècles, ça tend progressivement à disparaître. On a donc des chevaliers paysans, milites pagenses ou milites rustici, et même des chevaliers en situation de servage, les ministeriales, qui remplissent aussi des fonctions administratives de gestion de territoire. Et n'allez pas croire que c'est un échelonnage seulement dans les espaces ruraux. Dans la chevalerie urbaine, ça a tout autant lieu. Qu'on a rencontré en Italie, mais qui est également très vivace en Occitanie. Ils sont omniprésents dans les sources, et tout à fait actifs dans la Grande Guerre méridionale. Ils fonctionnent pas vraiment comme en Italie. Là, les villes sont sous la coupe de 2 seigneurs, un laïc et un ecclésiastique. Et les deux ont leurs chevaliers. Dans ce cas, le fief, c'est souvent un quartier de la ville où ils peuvent construire une tour ou une maison forte. On a donc les seigneurs de la ville qui appartiennent en général à la catégorie intermédiaire de chevaliers, qui ont en dessous d'eux tout un ensemble de chevaliers qui eux sont responsables de districtus, les districts de la ville. Dans les faits, chaque ville a ses spécificités. Par exemple, Nîmes voit ses chevaliers urbains s'installer dans l'ancienne arène romaine et y construire leur maison forte. Ils deviennent ainsi des milites arenarum et ils sont importants pour la ville. Et là pareil, les origines sont diverses entre la petite aristocratie, des riches paysans haletiers venus s'installer en ville, ou même parfois des bourgeois assez riches pour s'armer. Faisant qu'au cours du XIe siècle, on insiste bien sur la différence entre milites maiores et minores, majeurs et mineurs. Bon, je développe pas plus, mais dites-vous que cette chevalerie urbaine a marqué et a été structurante pour les villes d'Occitanie. Tant et si bien que, durant la croisade contre les Albigeois, la prise d'une ville impliquait quasiment systématiquement la destruction de ses maisons fortes et la dispersion de cette chevalerie urbaine. Bref, ainsi, entre chevalerie urbaine et chevalerie de château, entre haute aristocratie et simples serviteurs de garde militaire, vous voyez bien que l'éventail est large et riche. Mais, ne vous laissez pas abuser non plus par la hiérarchie que je vous présente. Il ne faut pas voir ça comme une pyramide. Tout cela s'inscrit dans un ensemble de relations de pouvoir structurées par les vassalisations, les serments de fidélité, de sécurité, de fief, etc., etc. Bref, la féodalité, dont les modalités évoluent évidemment en fonction des régions, je développe pas. Mais ces relations ne sont pas construites en couches successives. Il peut parfaitement y avoir des relations directes entre les différents niveaux. Un comte n'a pas seulement des vicomtes en vassaux. Il a également des chevaliers pour sa garde personnelle et quelques châteaux qu'il fait garder par des milites castri sans intermédiaire. Ainsi, des milites gregarii peuvent parfaitement avoir plus d'opportunités, voire de pouvoir, s'ils sont en lien directement avec un roi ou un comte. Tandis que d'autres peuvent être juste dans un castrum paumé et être forcés de vivoter en cultivant les terres alentours avec les quelques familles associées au castrum. C'est typiquement la situation soulevée par l'étude des chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru. Quelques milites accompagnés de quelques familles qui tiennent un petit castrum dans une vallée des Alpes, histoire d'occuper le terrain dans un contexte de concurrence entre deux évêchés. Mais, excuse-moi, mais
Il y a des gens que ça intéresse Non, personne. Ainsi, quand on observe plus précisément la cour autour du comte de Toulouse pendant la Grande Guerre méridionale, on découvre une société dans la société bien plus hétéroclite qu'on pourrait le croire. Sa famille, quelques aristocrates importants, oui, comme les comtes de Comminges et de Foix, et on trouve évidemment aussi quelques aristocrates intermédiaires, clairement inféodés, des barons. Mais aussi et surtout tout un paquet de milites, châtelains de la vallée du Rhône, du Toulousain. De simples détenteurs de castrat et même toute une chevalerie urbaine, donc plutôt la basse couche de l'aristocratie, voire même quelques-uns sortis de la paysannerie riche. J'espère vous faire comprendre avec tout ça pourquoi la chevalerie à cette époque forme un ensemble assez complexe et très difficile à définir. Le lien chevalerie-noblesse n'a rien d'une évidence. Ça se structurera plutôt après, on verra ça dans la suite de la série. Alors bien sûr, ici, vous me direz avec raison que la différenciation entre chevaliers ne se fait pas par la chevalerie, mais par le statut aristocratique. Les titres, les terres, le nombre de châteaux tenus directement ou indirectement. C'est tout à fait vrai, et il convient de souligner que la différenciation interne au sein de la chevalerie se définit plutôt au XIIIe siècle. Entre grands seigneurs, chevaliers bannerets et simples chevaliers, qu'on dit aussi chevaliers bacheliers, avec en plus une clarification des rôles d'écuyer, de valet et de garçon. Mais cela ne change pas grand-chose au propos. Dès le XIe et de manière beaucoup plus structurée au XIIe siècle, les chevaliers ne sont pas égaux entre eux. Par contre, être chevalier, c'est un vrai statut. Simplement, il ne s'agirait pas de confondre un comte avec un pégut de château. La noblesse, ce n'est pas une condition pour devenir chevalier, et le statut peut également varier en fonction des régions ou des pratiques. Par exemple, en Espagne, les caballeros villanos forment une milicia clairement issue des rangs populaires. Même si on la différencie des caballeros hidalgos qui ont un fief, les caballeros villanos intègrent la chevalerie. Dans les espaces germaniques, la proximité avec l'empereur a une importance, et les différents seigneurs composent leur garde rapprochée, leur Heerschild, différemment de leurs autres relations vassaliques. On se retrouve ainsi avec des palatini milites ou des privati milites dévolus au Heerschild en plus des ministériaux. Certains en profitent d'ailleurs pour monter très haut dans la société alors qu'ils sont encore statutairement des serfs. Bref, vous comprenez qu'au XIIe et XIIIe siècle, la chevalerie est un phénomène qui touche toute la société, qui traverse quasiment toutes les couches sociales. Marquant toute la société et pas seulement par leur façon de faire la guerre. Puisque leur omniprésence vient de leur fonction finalement assez territoriale. Garder un château, tenir un petit espace ou en organiser la gestion. Bon, ok, d'accord, tout ça c'est super, hein, mais excuse-moi, je suis un peu perdu avec ton truc là. Ben, hésite pas à exprimer tes incompréhensions. Ok, bon. D'un côté, tu nous dis que c'est pas le statut milites/chevalier qui classe les chevaliers entre eux. Oui, c'est plutôt leur titre, leur château, tout ça en effet. D'un autre côté, tu nous dis qu'ils sont à peu près partout et que, vu leur dénomination très claire, ils sont vraiment identifiés. Oui, c'est des chevaliers quoi. On les reconnaît, ils ont des signes distinctifs, ils ont des droits, des devoirs, des fonctions. Et enfin, dans l'épisode précédent, tu nous as raconté que la guerre, bon, ils sont pas les seuls à la faire. En effet, ils font rarement une opération seulement entre chevaliers, même pour les chevaucher. Mais alors, et je suis vraiment désolé de poser la question comme ça, hein, mais c'est quoi un chevalier ? Pourquoi ils ont un statut ? Ah oui, alors, bien sûr, c'est très simple vraiment. Tu sais pas, hein ? C'est pas vraiment qu'on sait pas. Disons que c'est sujet à beaucoup de discussions, surtout que par la suite, la chevalerie évolue en quelque chose de beaucoup plus cloisonné. Bon bah vas-y, propose quelque chose quand même là. Alors, de toutes les propositions, je vais retenir celle de Joseph Morcel, qui observe que toute cette histoire, finalement, c'est l'expression de l'organisation des rapports de pouvoir au sein de l'aristocratie médiévale. Oui, ok, les châteaux quadrillant le territoire, les relations féodo-vassaliques, les seigneuries, et je suppose donc aussi la chevalerie. C'est l'idée. Bien sûr, il y a d'autres relations sociales dans la société médiévale, hein, rien qu'avec les ecclésiastiques, les paysans, les bourgeois, etc. Oui bon, nous embrouille pas, reste sur la chevalerie. Eh bien la chevalerie, c'est aussi un rapport au sein de l'aristocratie, notamment motivé par la nécessité de gérer tous ces châteaux et les possibles conflits. Pourquoi la chevalerie serait un rapport ? T'as dit tout à l'heure que c'était un statut. Alors oui, mais c'est pas un statut absolu. Quand vous êtes milès, vous l'êtes pas en soi, vous vous inscrivez dans un rapport. Et on peut même préciser, c'est un rapport de service.
Tu pourrais donner un exemple pour clarifier, s'il te plaît? Bon, exemple à la con. Aujourd'hui, salarié, c'est un statut. Mais on n'est jamais salarié en soi, on est salarié d'un employeur, ce qui crée une relation, qui en l'occurrence est une relation contractuelle. Oui, ok, un salarié et un employeur passent un contrat ensemble, faisant que le premier donne un temps de subordination au second, le temps de travail, tandis que le second donne un salaire au premier. Et alors? Eh bien, chevalier, c'est pareil. On est toujours le chevalier de quelqu'un ou de quelque chose. Donc chevalier d'un seigneur ou d'une seigneurie dans le cas des communes. Oui, mais pourquoi ce serait un rapport de service? Eh bien parce qu'on devient chevalier par serment et qu'on crée à la même occasion une relation de service entre le seigneur ou le châtelain et le chevalier. Mais tu me décris les relations vassaliques là. Alors oui, c'est complètement lié, mais note bien, les aristocrates se définissent par leurs titres. Ceux-là, ils les tiennent. Alors qu'un chevalier se définit par son fief, c'est-à-dire les pouvoirs que lui prête son seigneur. Le fief et le serment sont transmissibles héréditairement, mais la propriété des terres du fief reste au seigneur qui peut réclamer leur restitution à tout moment. Théoriquement, tout du moins. Ainsi, on ne parle pas de contrat, mais de concorde, une union qui décide un rapport. Le seigneur octroie des pouvoirs associés au fief, que ce soit des terres ou un château ou un quartier d'une ville, et en échange, le chevalier promet fidélité et soutien militaire. Bref, il est à son service. Et c'est ce qui explique le flou autour du statut de militesse. Du point de vue du seigneur, c'est une délégation de pouvoir qui lui permet d'être représenté sur son territoire et une force militaire mobilisable. Mais du point de vue du chevalier, il s'agit d'un pouvoir sur une terre, de péage, de justice, etc., qu'il s'agit de faire fructifier et qui est conditionné à sa capacité militaire. Le chevalier a ainsi une fonction militaire, mais un intéressement économique, politique, social. Le fief, la relation vassalique, structure donc clairement les rapports au sein de l'aristocratie. Mais la dimension militaire de cette structure, appuyée sur les châteaux, en fait des chevaliers, dont la nature et l'importance varient en fonction de la nature et de l'importance du fief. Vous devenez chevalier urbain quand on vous passe un quartier de ville en fief. Vous êtes un aristocrate intermédiaire si vous avez tout de même un certain territoire à administrer et donc des chevaliers à vous attacher, etc., etc. Ainsi, avec la densification du réseau castral, les besoins en chevaliers augmentent, ce qui fait qu'on va les chercher dans les couches sociales pas trop éloignées de l'aristocratie. Une occasion de monter socialement toute relative, mais la fenêtre est ouverte un certain temps. Et c'est aussi par cette relation de service que les milites se différencient des sergents, les servientes, qui eux n'ont que la fonction militaire à remplir et n'ont pas de fief accordé. On les paye quand on en a besoin, c'est tout. Tandis que de l'autre côté du spectre, la très haute aristocratie se réclame encore rarement de la chevalerie. De fait, elle n'est pas au service de quelqu'un. Raymond V n'est le chevalier de personne. Voilà, de tout ce que j'ai pu lire ou voir, je n'ai pas trouvé plus satisfaisant pour vous définir la chevalerie de l'époque. On est clairement dans une chevalerie qui mélange fonction et statut social, et c'est dans la continuité de ce qui se construit depuis le Xe voire le IXe siècle. Mais tout ça va commencer à se transformer au XIIIe siècle. On l'a vu, le comté de Toulouse échoue là où le comté de Barcelone réussit. Centraliser un minimum et contrôler les relations vassaliques. Ce qui va avoir des conséquences sur la chevalerie qui va ainsi se restructurer. Et... Attends, non, il y a un truc qui me chiffonne là. Plaît-il ? Ouais, tu dis relations de service et tout, mais il y a un type de chevalier qui est pas dans cette logique là. Les milites Christi. Ah oui, tu l'as remarqué aussi, hein. Et oui, les chevaliers du Christ, qui vont par la suite donner les ordres religieux et militaires, ils existent et ils posent question. Mais je t'arrête tout de suite, ils sont bien au service de quelqu'un. Ah ouais? Et de qui? Ben, dans leur esprit, de Dieu. Ils sont toujours dans cette relation. Mais de fait, ça pose la question de la relation chevalerie-église qu'on ne peut effectivement pas ignorer. Donc avant d'aller vers le XIIIe siècle, on va faire un petit détour sur les évolutions du discours que l'Église a porté sur les chevaliers et le mix que ça a pu donner. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.